Et tout de suite, je suis commis par ma camarade Pichetto dans la régie, qui est une animatrice technicienne, hein, c'est pas rien. Moi, je suis qu'un pauvre petit animateur de deuxième plan. Bon, je vais arrêter de faire mon calimero, autrement je vais recevoir un saut de coquille d'œuf sur la tronche. Je vous cause donc du musée Chagall à Nice. Allez mecs, hein, il faut le mériter. On monte un peu et on s'éloigne du tumulte sauvage de la ville. Une arrivée dans un embouteillage parisien de retour de week-end. Pour le faire, avec une chaleur, une puanteur, des coups de klaxon et la banlieue crade mitée de chantiers de construction, on est à Nice où l'immobilier depuis des décennies bouffe tous les espaces libres ou libérés par l'appétit féroce des promoteurs et l'imbécilité crasse des édiles qui mettent la cité en coupe réglée, là aussi, depuis des décennies. Voyez-vous, c'est pas la seule ville, Nice. Hein. Bon, d'accord, c'est la côte, ça se remarque plus, mais Paris, c'est pas mieux. Hein. Toutes les grandes villes de France, c'est pas mieux. Hein. Puis même les banlieues. Moi, je suis dans une banlieue bobo qui a été complètement défigurée pendant des décennies par des maires débiles, et ça continue, et ça continuera encore. Tant qu'il y aura 1 mètre carré à construire, et après on démolira ce qu'on a construit pour reconstruire. Voilà, bon. Mais... le musée Chagall, comme les œuvres du peintre qui l'abrite, semble hors du temps où prévaut l'argent et le cortège de malversations qui lui sont associés. Un bar rafraîchissant dans la touffeur de ce mois de juillet, tout entier dans la dévotion d'une compétition de foot. Oui, le foot. Fanzone et compagnie, et Nice n'y échappe pas, en bord de mer, bien entendu. Voilà, on a pu s'y frotter avec ma camarade en déambulant pour aller vers le vieux Nice et vers le musée Chagall et au retour, et bref, on était en plein dedans. Mais le musée Chagall, c'est un jardin qui abrite, protège et entretient quelques merveilleux oliviers centenaires au tronc travaillé par le ciseau inspiré d'un sculpteur de génie. Faut les voir, je vous assure. Gris pâle et vert cendré s'harmonisent avec le ciel méditerranéen. Gris pâle des troncs, vert cendré du feuillage. Chagall ne produit pas... Ah voilà, puis non, j'oubliais, je sautais. Une ligne magnifique. Hein. Puis les œuvres vous font de l'œil malicieuse depuis les cimaises immaculées. Chagall ne produit pas une peinture triste comme la mode le requiert aujourd'hui. Non, non. Non, la joie des formes et des couleurs vous balade dans des ailleurs dont seul cet artiste détient le sésame. Des bleus de toutes les nuances, des jaunes plus chauds que les rayons de Phébus, au mi-temps du jour, des verts, des rouges flamboyants, et tout ce petit monde fait ses gammes sur un air de musique klezmer, entraînant qui vous donne l'envie de sauter, de bondir, de virevolter, tel le petit monde qui peuple les grandes peintures de Moïse, Sakharovitch, Chagallov. J'adore moi ce nom. C'est le vrai nom de Chagall. Ils lisaient ça au bas d'une toile. Alors je répète, hein, pour ceux qui ont mal compris, Moïse Sakharovitch Chagallov. C'est le nom, le vrai nom de Marc Chagall. Voilà, bon. C'est dommage. Des bleus, je vais pas en répéter. Un nom moins fastoche à épeler que Marc Chagall, mais que perso je préfère. Une signature comme celle-là aurait de la gueule en bas à gauche d'une toile. Vous voyez, là, en général, c'est à droite, mais bon, moi, je me suis gouré de côté. Depuis le temps qu'on le fréquente visuellement, on ne s'en lasse pas, on n'en a jamais assez. Et il faut voir ma camarade de combat. Elle aussi, elle marche comme si elle dansait sur une musique klezmer quand elle est à proximité de Chagall. Voyez-vous, c'est un spectacle à elle toute seule. Et alors tout le monde s'arrête dans le musée, il la regarde, quoi. Il dit tiens Chagall, il y a un Chagall qui est sorti de sa toile. Voilà. Parce qu'elle a les mêmes couleurs sur elle, des rouges, des jaunes, enfin tout ce qui chante un peu, quoi. Un peu trop même parfois, mais enfin bon, c'est son goût. Voilà. Alors, essayez, depuis le temps, essayez de vous rapprocher de la surface et baladez-vous avec tout le petit peuple qui l'habite, parce que l'étoile de Chagall, c'est ça, surtout pour moi. Tout entière et immense malgré la taille minuscule des sujets. De toutes serrées, des foules serrées si fort, comme pour se protéger de la férocité du monde où elle divague.
Ouais, des foules serrées si fort, oui, parce que Chagall, je vous le rappelle, est né dans l'Archtettel. Archtettel, c'est un petit village entièrement peuplé de juifs qu'il y avait dans les pays de l'Est, en Russie, de la Russie jusqu'à la Pologne, voilà, et où ils étaient régulièrement massacrés dans des pogroms invraisemblables, etc., etc. Enfin, c'est pas vraiment la joie. Quand on y a l'image du juif riche qui vit sur des tas d'or, etc., avec un nez crochu et puis des mains aux ongles aussi acérés, on est assez loin de la réalité dans ces shtetl, voilà. On est assez loin de cette réalité, comment dirais-je, affabulée que propagent des propagandes antisémites, etc., etc. Bon. Voilà, des femmes, des enfants, des vieillards, des animaux, tout ce petit monde grouille, s'éparpille, se balade au travers d'immensités de couleurs, des toiles de Chagall, voilà. Alors des shtetl éparpillés, ces petits villages en flammes ou sous la neige, perdus dans l'immensité du support. Même pas peur de voyager, de rejoindre ces cohortes et de faire un bout de route avec elles et traverser la méchanceté du monde envers ce peuple, celui de Chagall, qu'il sait si magnifiquement nous montrer dans toute son œuvre. Un artiste qui a 75 ballets bien sonnés sait payer le plaftir de l'opéra de Paris sans respirer. Qu'on peut se dire en nos intérieurs déglingos que la création conserve son peintre. Pas tous, évidemment. On pense à des célébrités telles que Modigliani ou Chaim Soutine ou d'autres ou qui ont crevé, surtout pour Modigliani, dans une misère noire, une crasse noire à 30 et quelques années. Voilà, pas tous. Pas tous, mais quelques exemples célèbres au hasard. Michel-Ange, 93 ans, Picasso, 80, à peu près la même chose, et quelques autres accros de la brosse ou du ciseau afro. Aucun, pourtant, n'a jusqu'au bout du bout conservé la fraîcheur de ses 20 ans et gardé au fond du regard cette candeur qui vous éblouit chez Chagall. Presque une innocence animale, une grotte sombre où se cache toute la beauté du monde chagallesque, avec des lueurs dans son ombre, des remuements qui annoncent, si on sait, voir au-delà, le nouveau du monde qui arrive et ose se montrer dans les débordements coloriés de cet artiste qui a la première place dans notre panthéon pictural. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop perturbé avec mes délires scribouillards, mais tout ça pour dire que avec ma camarade, on a mérité, en tout cas, de se poser là-haut dans ce petit jardin magnifique. J'irai pas au jardin de Génézareth, mais on pourrait se croire évidemment en Palestine. C'est la même végétation, c'est le même climat. Voilà, c'est à Nice, c'est loin de la foule, c'est loin du bruit, c'est en dehors du temps. Voilà, et c'était très bien choisi par Chagall parce qu'il était vivant quand son musée a été créé. C'est très très rare. Je sais pas si c'est même pas un cas unique, en tout cas à cette époque-là. Voilà. Dans ce pays où il travaillait aussi à la fin de sa vie. Et il s'est retiré là-bas, évidemment, je peux le comprendre, au soleil et tout, hein, dans les oliviers, tout ça, les lavandes et tout, hein, dans l'arrière-pays, là, azuréen, j'ai connu ce petit arrière-pays il y a quelques décennies, et il restait encore des beaux morceaux de territoire inoccupés par des villas récentes, et des flots de bagnoles qui montent et qui descendent, comme à Biot où on est passé avec ma camarade. On s'est enfui très vite après une tentative de rejoindre le village parce que c'était vraiment quelque chose d'invraisemblable, la cohue des bagnoles dans les collines. Voilà. Là-haut, c'est à l'approche de ce musée, c'est tout à fait autre chose. Voilà. C'est un bel espace serein. Il y a même un petit bistrot si vous voulez vous poser pour picoler ou manger. Voilà. Pas du tout le grand machin niçois, non, un petit bistrot de musée, quoi, assez modeste, mais bon, on se sent bien. Voilà, c'est si vous avez la chance ou le malheur, ça dépend comment on le prend, de vous balader sur cette côte d'Azur complètement pourrie, polluée, bouleversée par l'immobilier, enfin, et les bagnoles. Eh ben, essayez d'aller vous poser là-haut et puis vous vivrez peut-être un petit morceau de ce pays il y a un siècle ou deux. Voilà, c'est aussi tranquille, je suppose, je pense. C'est pas le Mont Boron quand même, mais bon, c'est quand même pas mal aussi. On a une belle vue sur la baie des Anges, voilà. Bien nommé, mais maintenant j'ai plutôt... Bref, je vais pas délirer trop là-dessus parce que c'est tellement dégueulasse en fin de compte. Voilà, de Menton jusqu'à
jusqu'à l'autre côté, là, dans le Roussillon, et toute cette côte est complètement bouffée par le béton et par les municipalités fachos qui la polluent encore un peu plus. Voilà. Bon, enfin bon. Pour voir Chagall, on est prêt à faire beaucoup de choses. Ouais, il y avait des agapanthes dans le jardin et je disais justement qu'apparemment elles fleurissaient à peu près le 7 juillet, qui est le jour de l'anniversaire de Chagall. Voilà. Les agapanthes, ces magnifiques fleurs qu'on trouve aussi en Bretagne, d'ailleurs, des fleurs énormes qui sont bleu pervenche, là, qui pètent, qui sont tout au long d'une... Qui est un bleu Chagall, Chagall. Tout en haut d'une tige. Ouais. On peut dire aussi que c'est beaucoup de grands formats dans ce musée. Nous, on a vu que deux salles en fait, parce qu'il y avait une exposition en cours qui a commencé là sur le Cantique des Cantiques. Donc il y avait deux salles ou 3 petites salles. Enfin, c'était suffisant parce qu'on y était bien. C'est vrai qu'on pouvait s'asseoir, regarder tranquillement. Qu'on a vu une sculpture aussi du roi David, musicien. Très étonnant, un calcaire, très belle. Ouais. J'ignorais que Chagall tapait dans la pierre, mais bon. Ouais. Et il y a un espace librairie qui est intéressant aussi, où il y a par exemple le livre de Gogol, Les âmes mortes, que Chagall avait illustré par des gravures. Ouais, qu'on avait vu d'ailleurs au musée des arts et traditions juives dans le Marais, quand on avait vu cette exposition, qui était presque pas consacrée uniquement à ces gravures, mais quand même, où il y avait toutes les gravures qu'il a faites sur le Cantique des Cantiques. Et je rappellerai pour les antisémites notoires, qui existent quand même, il faut pas l'oublier, que Chagall n'était pas un sioniste, voyez-vous, ni un religieux. Il n'était pas particulièrement perturbé par la religion, même si dans ses toiles, dans ses œuvres, la religion a une part, mais il mettait aussi bien Jésus-Christ qu'Abraham, voilà, c'est pas... Et bon, il a fait un séjour en Israël, bien sûr, où il a pas fait ses meilleures peintures d'ailleurs, mais par contre, il a décoré, je crois, c'est un musée ou une synagogue, je sais plus, avec des vitraux magnifiques. Enfin, il est pas enterré là-bas, en tout cas. Voilà, ça peut. Je dis ça parce que bon, nous, on aime beaucoup cet artiste, on en parle souvent, et on pourrait peut-être être soupçonné des émissaires ou des porte-paroles du sionisme. Bref, non, pas du tout. Non, mais ça nous empêche pas d'aimer des artistes ou qui soient peintres, écrivains, ou des polémistes, qui se situent en dehors de cette sphère ultrationniste, fasciste et colonialiste. Voilà. Chagall n'était pas du tout ça. Il était, lui, justement, pour une fraternité universelle. Et ça se sent évidemment beaucoup dans son travail. Ouais, il y avait aussi dans le bâtiment à l'entrée, là, il y a un petit film justement sur la vie de Chagall qui est très bien, un film qui doit durer une petite heure. Et ça complète bien, l'exposition parce qu'on le revoit depuis ses débuts jusqu'à la fin, quoi. Ouais, Chagall qui était rejeté parce que Chagall, il a travaillé en Russie à l'époque du communisme, Lénine, etc. Et il s'est fait virer, évidemment, à un moment parce que bon, il dérangeait. Et puis c'est un mot gentil. Et puis il est aussi un artiste dégénéré. Les extrémismes se rejoignent, qu'ils soient d'extrême. On peut pas dire de gauche, ça veut plus rien dire. Mais enfin, les communistes et les nazis se sont rejoints à un moment de l'histoire, justement, qui était pas très 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 joli. Ouais, et puis Chagall qui a quand même, je crois, à 2 reprises perdu l'ensemble de son travail. Ouais. Et qui a passé sa vie à essayer. Non mais c'était quand même un cas. De tête, il a refait toute son œuvre détruite, quoi. Donc, de tête. La première fois, c'est quand il est parti, il est retourné dans son shuttle juste avant la Première Guerre mondiale. Ça, il a laissé son travail, il l'a pas retrouvé parce qu'il s'est retrouvé coincé là-bas. Il est revenu plus tard. Et la deuxième fois, c'est quand il est parti aux États-Unis. Il a non seulement perdu son travail, mais son atelier aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait squatté puis qui voulait pas s'en barrer, quoi. Enfin bon, c'est des mecs, voilà, ils ont vécu des périodes historiques terribles, tragiques, etc. Ils ont rien lâché. Lui, il a l'air d'être passé au travers de tout ça, mais voilà, il est intact, mais vraiment intact. Voilà, c'est assez, quand même, bon. Ouais. Un bel humain. Ouais, moi il y a le tableau qui était un des premiers, c'est marrant parce que c'est le premier que j'ai vu, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est Abraham et les 3 anges. Et je crois ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un fond rouge qui est particulièrement prenant, quoi, qui nous happe complètement. Ouais. Et je répète, c'est pour moi en tout cas, c'est mon. Moi, je pourrais passer des heures, bien que ça soit pas mon genre. Au bout d'une demi-heure, je suis déjà sur les genoux, mais je pourrais vraiment poursuivre l'aventure.
rien que pour explorer tout ce qui se passe dans ces grandes tartines. Parce qu'il y a tout un petit peuple qui fourmille là, qui sort de partout. Et ça, c'est passionnant à regarder, à déchiffrer. Ouais, il y en a, c'est une chèvre. Alors il y en a une, il y avait une chèvre avec un ver, mais incroyablement un ver très très puissant, très franc, enfin qui a une patte énorme en plus. Je trouve que c'est intéressant justement de les voir ces œuvres, c'est qu'on voit que il y a beaucoup d'empattement. Il y a de l'empattement. Et donc il y avait ça, il y avait un petit faune aussi sur un autre, un petit faune un peu dans les roses rouges, ou alors une jeune femme un peu presque en position de yogi avec tout un jaune. Non, il osait sous une apparence comme ça, un peu timide, un peu de son travail. C'est pas du tout timide comme travail. C'est vraiment une exploration dans les tréfonds de la création qui est extraordinaire. Voilà. Mais il faut revoir son travail pour comprendre un petit peu, comme nous on commence à appréhender un tout petit peu. L'importance de sa peinture, l'importance de sa création dans ce monde complètement à l'agonie qu'on vit aujourd'hui, quoi. Voilà, il est comme enfin, je vais employer des phrases bateau, hein, comme une fenêtre entrouverte sur une campagne radieuse, rieuse et un peu de champette avec des petites abeilles qui butinent et tout. Voilà, c'est ça. Mais Chagall, oui, c'est ça. Voilà, ça existe encore. C'est pas comme la peinture contemporaine. Les jeunes artistes aujourd'hui, ils font principalement et il privilégie le macabre, il privilégie, si vous voulez, le squelette, les choses, les barbouillages insensés qui partent un peu partout. Voilà, Chagall, on pouvait penser que c'était aussi un barbouillage insensé, sauf que c'est tout sauf ça, sauf que c'est un barbouillage vraiment avec des couleurs, avec des formes, avec des personnages qui vous donnent envie de les fréquenter, qui vous donnent envie de rentrer dans les toiles et puis d'aller se balader avec eux. Pourtant, c'est pas toujours très joyeux ce qui se passe sur ces toiles. C'est souvent des incendies de shtetl, etc., des chaînes de morts, de pillages, de massacres, mais c'est fait d'une manière tellement, comment on pourrait dire, presque gentille. Voilà, on voit pas le malheur comme il est vraiment, on voit un malheur qui est transformé en un message d'espérance. Mes chers frères, mes chères sœurs, je conclurai ainsi, moi, Amélie. Voilà, enfin en tout cas un lieu à visiter si on est du côté de Nice, justement, oui, pour échapper à à la frénésie niçoise qui est insupportable. Oui, on peut y aller en pèlerinage, hein, sur la route de Rome ou de Jérusalem.
C'était Happy Nigoon, interprété par le duo Pellet-Cugnot. Voilà une musique klezmer, bien entendu, pour illustrer, si vous voulez, justement ce qu'on vous expliquait dans ce billet, pour expliquer les danses, l'atmosphère qui se dégage de l'œuvre de Chagall, de l'œuvre peinte. Ouais, et j'ai raccroché au nez de François, je suis complètement désolée, qui nous disait qu'elle avait fait toutes les manifs les mardis, qu'elle n'avait pas pu nous écouter. Et on s'en doutait. On a pensé à toi, tu sais, hein, tous les mardis, on y pensait. Et Françoise, qui est toujours partout, elle était invitée à la première quand il y a eu l'inauguration des plafonds de l'opéra. Mais mais c'est François, incroyable ça quand même. Hein. À mon avis, Françoise, ça doit être un espèce de fantôme, tu vois, qui se balade à travers les siècles, hein, sur son cheval noir de Cosaque du Don. Voilà. Bon, en tout cas, François, on est contente que tu aies pu faire toutes les manifs et surtout, apparemment, rester entière. Oui, voilà. Je te dis. Pas finir en cabane. À mon avis, elle n'est pas humaine. Et c'est quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Enfin bon. Qu'est-ce que je veux dire, Françoise? Et bon, on va continuer, tu vois, hein, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, je sais que tu le sais. Et c'est l'émission Araka qui se consacre aujourd'hui à 3 artistes connus quand même, on les a pas découverts, hein, et tant mieux, presque, enfin non, Fernand Léger, Marc Chagall et Pablo Picasso, voilà, qu'on a visité, bien entendu, dans leur musée sur la Côte d'Azur, une Côte d'Azur qui est plutôt une côte de bœuf. Enfin bon, bref, c'est pas de l'humour de très haute qualité, mais bon, on fait ce qu'on peut avec la Côte d'Azur. Hein. Ça requiert pas grand-chose d'autre. Voilà. Et tout de suite, ma camarade Piquet-Cou, qui est commise, elle, à Fernand Léger au musée de Biot. Hein. On est allé à Biot aussi, au musée de Biot, consacré à Marc Chagall. Chacun son musée. Chagall à Nice. Fernand Léger à Biot, et puis Picasso, ça sera en type, voyez-vous. Ouais, 3 musées dédiés en fait. Hein. Ouais, 3 musées dédiés. Hein. Et hélas pour eux, c'est pas la Côte d'Azur qu'ils ont connue et aimée. S'ils revenaient maintenant, ils seraient chagrins, je crois. Ouais. Alors le musée Fernand Léger, c'est pareil. Hein, c'est un musée lui qui a été inauguré en 1960. Donc il est dans les Alpes-Maritimes. On a vadrouillé un petit peu entre tous ces départements. Et c'est un village dans lequel Fernand Léger a séjourné régulièrement à partir de 1949. Et c'est un musée, lui, qui a été ouvert après la mort de l'artiste et qui a été constitué donc à partir de la donation qui a été faite à l'État par ses héritiers. Et donc c'est dans l'idée de respecter un petit peu ce que Fernand Léger voulait, c'est-à-dire que le public puisse accéder à la culture et à l'art de son époque. Donc c'est un ensemble d'œuvres qui couvre un petit peu toute sa carrière. Donc on a pu voir dans les premières salles, c'est des débuts figuratifs, c'est des œuvres qui sont issues de l'impressionnisme, quand Léger est encore influencé par Cézanne, donc il y a un portrait d'un oncle. Ou après il y a les fortifications d'Ajaccio, et donc ça c'est les premières œuvres jusqu'aux dernières compositions, en passant aussi par son œuvre sur la céramique ou la tapisserie, et aussi comme pour le musée Chagall, il y a un jardin, et dans ce jardin il y a des œuvres monumentales, quoi. Alors on peut noter aussi quand même que la plupart des premières œuvres de Fernand Léger sont celles qu'il a faites entre 1902 et 1908 et qu'elles ont été détruites par l'artiste. Ces deux-là sont plutôt des rescapés. Alors pour mémoire, Fernand Léger, c'est 1881-1955. Donc Fernand Léger, lui, il est né dans une famille d'éleveurs en Normandie, mais il veut devenir peintre. Et il va s'installer à Paris, il a 19 ans. Il suit les cours des arts décoratifs, il a été refusé aux Beaux-Arts. Il va s'installer à La Ruche. Là, il va rencontrer Chagall, Blaise Cendrars, entre autres. Et après cette période un peu néo-impressionniste, il a une période cubiste, comme cette peinture qu'on a pu voir qui s'appelle Esquisse pour la femme en bleu. Mais contrairement à Braque et à Picasso, qui eux travaillent souvent dans des camailleux de beige ou de gris, Fernand Léger, lui, il utilise des couleurs franches et contrastées. Il y a aussi ce tableau qui s'appelle le 14 juillet 1914. Je sais pas si tu peux le voir, Robert, dans le petit bouquin où il y a des cocardes, c'est c'est effectivement très géométrique et très, très coloré. Et pendant cette période cubiste, Fernand Léger signe un contrat avec Daniel Kahnweiler. Et après, il va changer d'atelier. Il part dans son atelier rue Notre-Dame-des-Champs. Voilà, c'est la guerre, donc la guerre de 14. Il est envoyé au front, il est brancardier, il est blessé, il est hospitalisé, puis réformé.
Mais c'est une période en fait qui va le marquer, par la violence de ce qu'il a vu, tout ce rythme accéléré aussi des machines, des bombardements. Et c'est des années pendant lesquelles, forcément, il peut pas peindre. Alors il va dessiner quand il est au front sur tout ce qui lui tombe sous la main. Ça peut être des carnets, des morceaux de cartes d'état-major. En fait, il croque toute la vie quotidienne et il va réutiliser ensuite ses croquis quand il fera ses tableaux sur les machines. Donc il peint aussi quand il est en permission. Et après la guerre, le style de Fernand Léger évolue vers celui qu'on a l'habitude d'identifier. C'est plutôt le monde des machines et des ouvriers, des personnages aux formes géométriques, aux visages plus ronds, inexpressifs, qui souvent peuvent se fondre un peu dans le décor, qui sont assimilés à des objets et qui sont remplis par des couleurs fondamentales. Alors voilà ce que dit Fernand Léger. Pour moi, la figure humaine, le corps humain n'ont pas plus d'importance que des clés ou des vélos. C'est vrai, ce sont pour moi des objets valables plastiquement et à disposer suivant mon choix. On doit reconnaître que les traditions picturales qui nous précèdent, la figure et le paysage, sont lourdes d'influence. Il a fallu, pour y voir clair, que l'artiste moderne se détache de cette emprise sentimentale. Nous avons franchi cet obstacle, l'objet a remplacé le sujet, l'art abstrait est venu comme une libération totale, et on a pu alors considérer la figure humaine non comme une valeur sentimentale, mais uniquement comme une valeur plastique. Voilà pourquoi, dans l'évolution de mon œuvre, de 1905 à maintenant, la figure humaine reste volontairement inexpressive. Alors tout ça c'est extrait d'un livre qui s'appelle Les fonctions de la peinture. C'est un texte un peu théorique écrit par Fernand Léger. Alors il y avait un grand format dans cette exposition qui s'appelle le grand remorqueur, c'est 1m25 sur 1m90, c'est une huile sur toile. Et là, c'est le monde moderne. On voit un objet donc qui est créé par l'homme, c'est le bateau qui est au centre. Et en fond, il y a du paysage, mais c'est des arbres très ronds, c'est des collines arrondies. Il y a aussi des paysages urbains qui ont des angles plus vifs, avec des couleurs qui sont très contrastées, des couleurs franches. Et en fait, Fernand Léger travaille par série. Donc il y a la série justement contraste de forme, paysage animé. Il y a une période plus mécanique avec la série des moteurs et des disques. Il y a éléments mécaniques sur fond rouge et la série aussi objets dans l'espace, comme celui qu'on a pu voir la Joconde aux clés. C'est pas un des tableaux qui m'a énormément plu. Non, c'est vraiment même clicateux. Ouais. Alors en fait, il y a une querelle qui existe entre Fernand Léger et Aragon, qui affrontent leur vision de l'art pour le peuple. Alors pour Léger, en fait, l'artiste ne doit pas s'abaisser pour se mettre au niveau du peuple, mais c'est le peuple qui doit être éduqué dès son plus jeune âge, en fait, pour comprendre l'art moderne. Donc battez-vous pour vos loisirs, pour vos libertés, s'écrit alors Léger. Vous avez raison, une fois ces libertés acquises, vous pourrez vous cultiver, développer votre sensibilité et sentir la beauté et la nouveauté des arts modernes. Ça, c'est toujours extrait de Fonctions de la peinture. Cela devrait commencer dans les écoles primaires. Les enfants devraient être entourés de beaux objets, de beaux tableaux. Leur formation artistique, lorsqu'ils seraient adultes, serait beaucoup plus facile. Les dessins d'enfants sont généralement beaux et très inventés. Ils ne copient pas la nature. Voilà, donc c'est aussi à cette époque qu'il souhaite montrer ses peintures dans les usines. Il rêve vraiment d'un art pour tous. Il fait de nombreuses conférences dans les cercles ouvriers, à Boulogne-Billancourt, à Lille, à Nancy. Par contre, il rencontre souvent beaucoup d'incompréhension. Oui, on s'en doute. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, Fernand Léger, comme pas mal d'autres, Chagall entre autres, s'exile aux États-Unis. Et là, il partage la vie des artistes qui sont tous réunis autour de Pierre Matisse à New York. Et là, il commence sa série des plongeurs et des cyclistes. Donc il y a les 4 cyclistes, une œuvre qu'on a pu voir sur les murs de ce musée. Et là, il y qualifie l'atmosphère de plus formidable du monde, l'atmosphère qu'il rencontre aux États-Unis. Donc il revient en France à la fin de la guerre. Il va faire les loisirs sur fond rouge, puis la série des constructeurs dans les années 50. Et ça, c'est un tableau qui sera accroché à la cantine des usines Renault. Alors il peint aussi un hommage au cirque, la grande parade sur fond rouge. C'est un tableau de 53 et en fait ça c'est un peu une œuvre assez dynamique. Et alors, on y voit des musiciens, on y voit des clowns, des acrobates, des cordes, des ballons, des haltères. Et pour lui c'est un des souvenirs assez marquants de son enfance. Et il assistait aux représentations du cirque Medrano. Il y a aussi tout un panneau sur... il y a une grande amitié qui existe entre Fernand Léger et Paul Éluard. Donc il y a l'illustration de ce poème Liberté.
Et il y a eu quatre grands panneaux qui avaient été faits du portrait d'Éluard, et le musée de Biot en a gardé un, et je crois que les 3 autres sont à Ivry. Voilà. Et après il y a le jardin. Donc le jardin, c'est ce qui a été fait. Il avait fait un jardin d'enfants, un grand jardin d'enfants en plâtre. Oui, ce sont des maquettes qui ont été agrandies en fait, pour la plupart. Je suis pas particulièrement. Ouais. Non, moi j'ai vraiment aimé tout ce qui était sur les loisirs, là, le campeur, les cyclistes, les plongeurs, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une force quand même qui s'en dégage. Et avant de partir, il y a une petite salle aussi avec des petits panneaux de céramique. Oui. Et ça, c'est assez sympa parce que c'est pareil, il y a son trait de cerne noire avec des motifs, c'est pareil, des couleurs très vives, du orange, du rouge, du jaune. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la grande parade sur fond rouge dont tu parlais, c'est vrai que c'est étonnant parce que il y a 3 couleurs, noir, rouge et blanc. Enfin, blanc, le fond de la toile. Et moi j'adore ça. C'est vraiment une œuvre qui est annonciatrice d'une forme d'art contemporain. Voilà, s'il y a aucun doute là-dessus. Sauf que sa période avec la Joconde, là, c'est la fin de sa période, pas dire cubiste. Qui est pour moi qui n'a aucun intérêt. Voilà. Il a aussi fait une période figurative, les femmes au bouquet, le déjeuner, etc. C'est très très géométrique. Et c'est d'une froideur à vous glacer les neurones. Et donc non, sa période, c'est justement quand il a commencé après cette Joconde peurite, avec les baigneuses, avec Adam et Ève, et Études, avec les plongeurs, une polychromie. Enfin, il travaille beaucoup en polychromie, les 4 cyclistes, les loisirs. Aussi là sur fond, j'aime bien le rouge un peu pépère. Voilà, j'ai l'impression que je sais plus quelle heure il l'a fait plusieurs fois. En fait, il changeait la couleur du fond. Les constructeurs, là, c'est une des plus connues, bien sûr. 2 papillons jaunes sur une échelle, le campeur. Vous voyez, il peignait les loisirs populaires ou la vision. Mais c'est pas étonnant que quand il se baladait dans les usines pour montrer son œuvre, que les ouvriers, ça leur passait à 10 000 au-dessus de la tête, parce que c'est peut-être que quelques-uns étaient touchés, mais ça pouvait pas être. Quand on connaît le goût bourgeois de l'époque, et les ouvriers peuvent pas être en avance sur le goût de merde des patrons, voilà, hélas, bien sûr, parce que c'était pas que les ouvriers qui étaient peu sensibles, si vous voulez, à ce genre de création, mais c'était l'ensemble de la société, voilà. À part quelques collectionneurs d'outre-Atlantique. Faut pas se faire d'illusions, hein. L'art populaire, ça n'existe pas. Voilà, c'est dans la tête des artistes ou de quelques intellectuels rêveurs, mais si vous voulez, les gens, mais pas forcément les pauvres, pas forcément les ouvriers, pas forcément, voyez, mais les gens ordinaires, dire qui sont pas tous des excentriques, hein, voilà, qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui ont des familles, et papa, eh bien, pour eux, la création artistique, c'est très lointain, c'est pas demain la veille, malgré tous les petits retraités qui se précipitent sur les les toiles avec leurs chevalets achetés chez Gesteker ou Bessner, hein, ce qui fait la fortune de ces grandes surfaces dédiées à l'art, c'est les petits vieux, les petits retraités friqués, voilà, mais c'est pas eux, de toute façon, comme ils sont retraités, hein, c'est pas leurs enfants à qui ils vont passer et ils vont refiler la passion. Et puis il faut voir ce qu'ils font aussi, ils font pas du Léger, ils font pas du Picasso, ils font pas de tous ces artistes de l'art moderne, non, ils en sont toujours à faire des bouquets de fleurs, à copier des cartes postales. Moi, j'en connais quelques-uns comme ça, des retraités friqués. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'ils fréquentent un atelier d'artiste pour apprendre à peindre, et ils peignent toujours des cartes postales, quoi. Ils n'ont pas évolué d'un pouce en 25 ans de fréquentation d'atelier. Voyez-vous? Alors c'est aussi de la faute des artistes qui en tirent leur subsistance, parce que ils les forcent pas trop à se bouger le cul, à ces retraités. Ils les mettent pas vraiment dans le bain de la création. Voilà. Ils se contentent de les accompagner dans leur petit désir de retraité, quoi. Voilà. Ouais. Bon, enfin,
tout cas, ce musée Fernand Léger, c'est pareil. Hein, c'est un endroit très tranquille, justement, qui est en dehors, qui est à l'entrée de la ville. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dans le village là on n'est pas confronté à la circulation. On peut se garer. C'est spacieux, hein, et c'est pareil. Il y a des grandes mosaïques, hein, sur les deux façades du musée, et on devait être 3 ou 4 dedans. Ouais, bien sûr. L'art, encore pour longtemps, ça sera réservé à une élite, malheureusement, hein, qui a du fric et qui est un peu blasé et qui, évidemment, quand on achète du Hirsch, hein, il faut être un peu zingué, il faut être un peu gazé, hein, quand on achète une vache coupée en deux, conservée dans du formol, hein, bon voilà, si on en est là, ou du Koons, ou de tous ces gens-là, du Fabre, etc., vous voyez, ou de cet indo-anglais là, notre grand pote là, Anish Kapoor, voilà, ce sont des millionnaires ou des milliardaires blasés qui les achètent, hein, c'est pas le peuple, hein. Le peuple, il en a rien à battre, lui, de tout ça. Il a d'autres préoccupations plus vitales, plus présentes, plus d'actualité que ces milliardaires blasés. Voilà. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la ville, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, la ville. La joie te réveille, ma blonde, allons nous unir à ce cœur. Marchons vers la gloire et le monde, marchons au-devant du bonheur. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, la ville. Vers le soleil, devant notre et nous saluerons la brigade, et nous sourirons aux amis. Mettons en commun, camarades, nos plans, nos travaux, nos soucis. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, la ville. Vers le soleil, devant notre vie. Dans le triomphant allégresse, les jeunes s'élancent en chantant. Bien gros, une nouvelle jeunesse viendra au-devant de nos rangs. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, la ville. Vers le soleil, devant notre vie. Amis, l'univers nous envie, nos cœurs sont plus clairs que le jour. Allons au-devant de la ville, allons au-devant de l'amour. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, la ville. Vers le soleil, devant notre pays. C'était Au-devant de la vie, donc une chanson qui marque ces années du Front populaire. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub. Un recueil qui se termine sur les genoux. C'était une émission consacrée à 3 peintres. On n'a pas terminé. Non, mais je parle de l'émission consacrée à 3 peintres qui est terminée. Non, on n'a pas fait Picasso. Ah non, je me disais. Ah non, mais quel tir au flanc, celui-là, c'est pas possible. Bon, je rectifie.
C'était une émission, c'est une émission, pardon, consacrée à Léger, Chagall et Picasso. En même temps, c'est l'été, hein. C'est l'été, il fait chaud et l'on peut voir sous les pommiers, monsieur le maire, monsieur le curé et toute la clique. Sous les pommiers sont venus pour fêter un grand héros. Sous les pommiers, Onésime, le pêcheur, le voici sous les pommiers. Pam, pam. Oui, je dois causer de Picasso à Antibes. Alors, que je vous dise tout de suite, je croyais, parce que j'avais vu il y a quelques décennies, la chef de Picasso dans un musée à Antibes, et c'était pas celui-là, voyez-vous. C'était un autre château. Bon, enfin, ou alors c'est ma tête qui, à l'envers, c'est possible. Là, c'est un château, donc, le château d'Antibes. Et Picasso y a passé quelques temps, je sais pas si c'est quelques mois ou quelque chose comme ça. Et les œuvres qu'il a réalisées, qui sont pas ses meilleures, entre nous soit dit, dans ce château, il les a laissées, seulement pour payer le loyer. Non, je déconne. Bon, alors il y a quelques œuvres, c'est pas, je répète, c'est pas celles qui m'ont le plus marqué dans l'œuvre de Picasso. Il y a des peintures, des dessins, des gravures, des sculptures, des poteries, toutes les petites déclinaisons habituelles de l'œuvre de Picasso, voilà. On a fait le tour, là. Et dans quelques salles, mais le lieu est magnifique, évidemment. Ça suffit pas toujours pour combler, si vous voulez, le vide artistique. Non, Dominique. Ouais, moi j'ai bien aimé ce qu'on a vu, justement. Il y a beaucoup de dessins avec des faunes, des satires. Moi, ça m'a bien plu. Il y avait les peintures qu'on a vues, j'ai aimé, moi. Même les assiettes, à la fin, il y a toute une salle avec une collection d'assiettes. Voilà, ma camarade a aimé, moi, moins. Je regrette de pas avoir son espèce de fraîcheur devant les œuvres des artistes. J'en ai peut-être trop vu après tout. Voilà, mais moi j'ai pas été, disons, pour la peine qu'on s'est donnée à se trimballer dans tous ces musées, j'ai pas eu ma récompense. Voilà ce que je veux dire. J'aurais aimé voir au moins la chèvre de Picasso. Elle y était pas. On a vu des dessins par contre de la chèvre, des grands fusains, des choses comme ça. Voilà. Il y avait par contre dehors, on a vu du Germaine Richier qui était pas mal. Ouais, en fait dehors c'est ça, il y a un petit espace avec des sculptures de Germaine Richier et là on a une vue directe sur la mer, quoi. Sur la mer, voyez-vous, j'ai pu voir la mer. Hein. Non mais on fonctionne encore avec des schémas estivaux qui sont quand même un peu ringards, je trouve. Regarder la mer, ça suffit, pour être content. Non, moi ça me suffit pas vraiment. Elle est plus belle au cinéma d'ailleurs, la mer, mais bien souvent. Les couleurs sont plus belles, etc. Puis là, tout est mité, condamné, machin. Au loin, on voit le port d'Antibes. C'est pitoyable avec que des yachts de milliardaires dentistes ou notaires. Enfin bon, mais c'est ça, il y a quelques petites rues à Antibes. On a une copine qui a une petite boutique dans une petite rue du vieil Antibes. Oui, là, c'est encore à peu près supportable. Mais tout le reste, franchement, autant rester à Paris. Si c'est parce que voir la mer comme on la voit, je dois dire, on n'a même pas été une idée d'aller se tremper les fesses dans la mer. Alors qu'avant, on s'était dit, on va aller se tremper les fesses dans la mer. Mais là, pour que ça nous vienne pas à l'idée quand on est sur place, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et parce que c'est vrai il y a tout de suite beaucoup de circulation, les choses ne paraissent pas faciles, quoi, effectivement. Et puis, je suis désolé, mais voir des œuvres dans un musée, on peut pas les voir ailleurs. De toute façon, pas vraiment ailleurs. On est bien obligé d'y passer. Mais se farcir si vous voulez, les Pékins qui déambulent là-dedans en sandales, en short, etc., avec des appareils photo et tout, qui font le musée Picasso, qui font Biot, qui font Chagall, qui font le bord de mer, qui font Nice, qui font Antibes, qui font Juan-les-Pins, etc. Pour moi, ça me rend vraiment très triste et m'empêche bien souvent, hormis Chagall, évidemment, c'est le seul qui m'a un petit peu sauvé. Et puis aussi au début de notre pérégrination, la fondation Thérèse Franco, qui m'ont un petit peu mis en contact avec des œuvres et qui ont justifié le fait qu'on a pris tout ce temps et cette fatigue. Mais le musée Picasso, je suis désolé, ma chère camarade, rétrospectivement, ça m'a laissé un petit peu indifférent, voilà.
Moi, ça m'a permis de découvrir ce que je connaissais pas, donc ce château Grimaldi, et du coup de faire effectivement, de se promener un petit peu dans les rues d'Antibes, quoi, pour le voir autrement qu'au volant d'une voiture. Oui, bien sûr. On était à pied, mais à pied, on est en contact aussi avec tout ce qu'on n'aimerait pas côtoyer le reste de l'année. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut pas aller se balader là-bas en hiver plutôt, ou hors saison, quoi. Voilà, c'est la question qui est posée aussi. Et encore, on n'était pas en juillet-août, on était en juin, mi-juin. Oui, mi-juin. Ah ouais, je croyais que c'était en juillet, moi. Ah bah dis donc, je suis complètement fondu. Bon, voilà. Évidemment, on a zappé Ernest Pignon-Ernest, à Nice, etc. Il y a des trucs où on aurait dû en fait rester, comme le dit ma camarade, 2 semaines. Voilà. Mais comme elle a dit que j'étais pas très chaud pour partir même 1 semaine, ce qui est un peu vrai, elle s'est dit c'est même pour la peine que j'y propose 2 semaines parce que je vais me faire encore remonter les bretelles. Et on a loupé aussi donc Valoris où il y a un musée Picasso. Et là, en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Entre ombre et lumière. Donc c'est tout le travail qu'a fait Picasso sur les chouettes, comment il a décliné la chouette de plusieurs façons. Parce qu'il avait recueilli justement une petite chouette malade, donc ça l'a inspiré pour quelques œuvres, quoi. Eh ben moi j'en ai recueilli aussi une petite chouette, comment on les appelle, les chevêches. Ouais, c'est ça, une chevêche. Mais qui était pas malade, seulement elle était tombée du nid, je pense. Et après 1 nuit ou 2 dans ma chambre, elle a pris son envol pour rejoindre sa maman. Voilà. Je me suis fait craquer. Como reluce. Y se cantan los caracoles. Compadre. Como reluce. Ay, como reluce. Como reluce. Ay, cuando suben y bajan los andaluces, y vámonos, y ya el café de la unión, entonces para curro, cucharas y el tato, igual quiere bonita, el conocimiento, la pasión no quita. Te quiero yo más que ahora, amaré que me parió. Y porque vendes castañas, aguantando la nieve y el frío, con tus zapatos y tus medias, eres la reina para a tu María, y recordona que se acaba, y hermosa como amor, recién casada, y yo la vendo por un caracoles, ay mocito que ha dicho usted que son tus ojos sales y vamos viviendo lloré y caracoles, ay mocito que ha dicho usted que son tus ojos sales y vamos viviendo
C'était Como Reluce, interprété par Antonio Chacón. Chacón, voilà, un flamenco ancien, dans les années 1900-1920. Voilà, c'est les meilleurs. Il n'y a pas le sommet, c'était là. Et tout de suite, on va vous parler sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans pub, à Recueil. On va vous parler tout de suite dans le poste de Anne van der Linden. Oh non, mais alors on va pas nous lâcher, hein. Mais ça, on en a parlé effectivement dans les expos, alors on peut en reparler une fois cette semaine. C'est une exposition qui s'appelle Summer Camp, donc c'est à la galerie 18. Donc c'est 18 bis boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement, et c'est jusqu'au 9 septembre 2016. Donc voilà, Anne van der Linden montre 3 toiles, elle expose 3 toiles dans cet espace. Alors il y a aussi, on a parlé la semaine dernière, mais on en remet une couche, c'est Philippe Heini qui lui va exposer dans l'autre, donc pas très loin de la collection Cérès Franco, c'est à Serviès-en-Val. Il inaugure une coopérative aussi artistique qu'il appelle La Marge 2. Et Philippe Heini, moi j'ai bien aimé son travail. Il y avait des œuvres avec des reliefs un peu en bourre de matelas, quoi. Ouais. Mais il n'est pas tout seul. C'est un lieu dans lequel il y a pas mal d'artistes qui exposent également. Ça bouge dans l'Aude, attention. Leur bibine est infecte, mais à part ça bouge. Après, il y a le musée Eugène Leroy. On a reçu leur newsletter. Donc là, c'est une exposition qui s'appelle Eugène Leroy en miroir, histoire d'onde, histoire d'eau. C'est jusqu'au 18 septembre 2016. Donc le musée Eugène Leroy, c'est à Tourcoing, facile d'accès depuis le centre de Lille. Il y a une ligne de métro qui nous emmène directement à l'espace muséal. Ouais, un bel espace muséal. Ouais. Il y a le musée Robérol aussi en ce moment. Il y a qu'est-ce que c'est que ce truc, musée l'espace, c'est pas un musée, c'est l'espace Robérol à Émoutier. Jusqu'au 27 novembre, c'est un artiste qui s'appelle Clavé, artisan de la matière, donc qui fait aussi pas mal de collage, qui travaille avec beaucoup de matière. Et nous, on adore l'espace Robérol à Émoutier, donc c'est une demi-heure de Limoges. Ouais, et puis c'est bien l'Émoutier, c'est un petit bled de la Limousin, la Creuse, je crois, non? Ça fait partie de la région du Limousin, et Émoutier, c'est en Haute-Vienne. En Haute-Vienne, c'est à côté de la Creuse, quoi. Et puis là, il y a des petits rats sympas, vous verrez. Les petits rats, ça, c'est très sympa. Voilà. Donc après, il y a les musées dont on a parlé, Chagall, Fernand Léger, Picasso, et on peut rajouter donc Valoris avec cette exposition entre ombre et lumière, Picasso et c'est chouette là. Ouais. Et puis Turner qu'on a vu au musée d'Aix-en-Provence et dont on parlera dans 2 semaines. Dans 2 semaines, parce que je rappelle que la semaine prochaine, ma camarade s'en allant en villégiature une fois de plus, elle n'arrête pas, elle a les moyens en même temps. Bon, qui se barre en Bretagne, au sillon de je sais plus quoi, là. À côté du sillon de Talbert. À côté du sillon de Talbert, qu'elle va voir tous les soirs au crépuscule en se trempant les pieds dans l'eau. Alors, moi, si elle se trempe que les pieds, on sait pas. Et voilà, et bon. Moi, non, j'y vais pas, mais moi, vous me verrez pas dans les studios, parce que venir toute seule ici avec la 5e colonne, non, comment ça s'appelle, avec ma camarade Cécile, je l'adore, camarade Cécile, mais bon, je me sens pas de faire une émission avec ma camarade Cécile, déjà qu'avec ma camarade... Pourtant, elle t'a fait des propositions honnêtes. Honnêtes. Déjà qu'avec ma camarade Piquet-Cou, c'est déjà limite, alors dis donc, Bon, voilà, le culturel de la semaine. Non, mais les auditeurs vont plus rien y comprendre. Ce mec-là, c'est un vrai... C'est vraiment une bref. Bon, je vous remercie, les copains auditeurs. Le culturel de la semaine. Oh, alors là, attention. Un Ken Loach de Derrière les fagots. Nous, on est toujours un peu à la bourre. Il est sorti en 2006. 10 ans après, on se réveille. Bon, mais ça fait rien. Le vent se lève. Un très beau film de Ken Loach sur la guerre civile irlandaise dans les années entre 1919 et 1921. Voilà, comme à travers l'histoire de 2 frères, et effectivement, comment au départ ils vont combattre côte à côte pour virer les Anglais, puis quand il y aura un premier traité avec l'Irlande, comment un des deux va va être nationaliste et donc va un peu accepte de travailler avec l'Angleterre, alors que le frère et d'autres restent convaincus qu'il faut continuer la lutte. Ben oui, parce que l'Angleterre, vous connaissez pas l'Angleterre. Je vais vous expliquer, c'est vite compris.
eux, ils ont manigancé un traité qui est tout à leur avantage, et les autres, on leur donne l'impression qu'ils sont libres, mais en fait non, parce qu'ils font toujours partie du Commonwealth, c'est toujours un dominion de l'Empire britannique, et c'est toujours les Anglais qui sont aux commandes. Voilà, c'est un parlement fantoche, des machins. Voilà. Alors il y en a qui en ont profité pour dire, bah oui, bah c'est quand même la paix, on va plus se faire tuer, se faire torturer, etc. Mais d'autres qui étaient moins pressés d'en finir, puisqu'ils pensaient qu'ils se faisaient rouler dans la farine. On disait, et c'est ces deux frères, évidemment, c'est terrifiant comme fin. On va pas vous la révéler là tout de suite, non, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais bon. C'est violent. C'est très violent, mais en même temps c'est violent. C'est la même chose qui se passe en Palestine en ce moment. Hein. C'est exactement, on est dans le même cas de figure. Hein. Vous voyez l'armée, vous voyez ça qui torture, qui fusille, qui massacre, etc. Des Irlandais qui n'en ont pas fait plus que ça, quoi. Surtout, bon, bref. Ouais, qu'en fait l'uniforme, dès qu'il y a un port d'uniforme et une arme, le comportement est le même, que ce soit des Anglais, que ce soit des Irlandais, que ce soit des Allemands. C'est un bon film qui vous remet, si vous voulez, dans les pieds sur la terre, voilà, en vous disant qu'il n'y a pas de bonne armée, qu'il n'y a pas de bonne police, que les curés sont toujours aussi pourris, et que les Anglais valent pas mieux. Voilà, Anglais, Allemands, sionistes, même combat. Colons, quoi. Tous les colons. Tous les colons, voilà, c'est ça. Enfin, je parle pas des Allemands de maintenant, je parle de ceux de la dernière grande boucherie, quoi. Voilà. On a un petit peu pleuré, hein, on était un petit peu secoué de sanglots, parce que bon, c'est vraiment difficile pour des âmes aussi sensibles que les nôtres à supporter. Alors, si vous êtes sensible comme nous, eh ben, vous pouvez vous l'éviter, mais je crois qu'il faut quand même l'affronter, ce genre de film, comme si vous voulez, Land and Freedom, c'était pareil, c'était à peu près la même gamme que Land and Freedom. On voit aussi, là, dans Land and Freedom, on voit les internationaux avec le POUM, c'est la même chose, quoi, voilà. Bon, bah, c'était ça qu'on voulait vous dire pour Culturel de la semaine. Ma camarade doit se purger au-delà des collines. Moi, je refuse de me le purger. C'est encore une histoire de bonne sœur, mais qui me semble moins intéressant. J'en parlerai quand je l'aurai vu. Oui. Voilà. Mais ça se passe en Europe de l'Est et c'est pas l'air très folichon. Hein. Bon, je veux le dire tout de suite. Voilà. Pour la dernière fois, enfin cette saison, on va vous passer la Poesia es une arma. Parce que ma camarade veut vous passer à partir de la semaine prochaine. Quoi donc? Pendant 2 semaines, à Galopard. À Galopard. À Galopard, à Galopard. Voilà, une autre chanson de Paco Ibanez tirée aussi d'un poème. Oui, voilà. Donc on se bouge un peu, c'est l'été, il fait chaud et on peut voir sous les pommiers. Je vais pas vous la refaire, hein, parce que bon, je vous ai déjà cassé les oreilles une fois, ça suffit. Je pourrais la refaire l'entier, hein, si vous voulez. Non? Vous voulez pas? Bon, d'accord. Allez, ma puce, envoyez le bousin. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Voilà, Paco Ibáñez, la poesía est une armaque.